Sac passé les Captain Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, je vais te raconter comment je suis devenu freelance. Alors premièrement, quand on parle de freelance, je vais te parler très rapidement du pourquoi. Pourquoi devenir freelance? Est-ce qu'il y a vraiment des avantages par rapport au salariat? Pour moi, ça va vraiment dépendre de ton profil, de ce que tu veux faire, des clients ou des boîtes avec lesquelles tu veux bosser. Faut savoir que t'es pas vraiment si libre que ça. Tu peux pas faire n'importe quoi. T'as même beaucoup plus de responsabilités en termes de paperasse, de déclaration, de comptabilité. Donc vraiment, faut pas le voir un peu comme le saint graal du développeur. C'est vraiment un choix qui doit être motivé par ce que tu as envie de faire, le nombre de jours dans l'année entre guillemets pendant lesquels tu as envie de travailler et un peu à quel point tu souhaites avoir le choix dans ce que tu fais, choisir tes clients et compagnie. Donc ça mériterait vraiment une vidéo entière sur le sujet. Là, c'est pas le but. Le but, c'est de te raconter rapidement mon expérience de la création de ma boîte à ma première mission. Donc forcément, quand tu deviens freelance, tu vas vouloir proposer tes compétences sur un marché. N'oublie pas que si tu es sur des technos qui ne sont pas du tout utilisés, là je parle pour les développeurs, ça va être de plus en plus dur pour toi de trouver une mission. Contrairement à ça, si tu es sur des technos ultra demandés, je parle par exemple pour les développeurs web, si tu fais du React, du Vue ou du Angular, ça devient beaucoup plus simple entre guillemets de trouver une mission. Donc finalement, tes compétences plus tes expériences, ça va se transformer en argent et en opportunité. Très rapidement, si tu ne me connais pas, tu es sur la chaîne Captain Dev, moi c'est Emmanuel. On parle ici de développement web, de comment progresser en tant que développeur et comment évoluer dans le marché en tant que développeur. Il y aura aussi quelques vidéos techniques et en plus de ça, j'ai aussi des emails privés que j'envoie 1 à 3 fois par semaine, remplis de contenu, d'astuces et de contenu aussi inédit que tu trouveras pas sur YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner, tout est en lien dans la description et c'est parti, on continue. Donc premièrement, il va falloir créer une entreprise ou une société. Tu as différents statuts qui existent. Personnellement, je suis en SASU, SASU, c'est une société à action simplifiée unipersonnelle, donc ça veut dire que je n'ai pas d'associé, il n'y a que moi dans l'entreprise. En termes de statut, ne va pas prendre ce que je te dis pour une vérité absolue, ça dépend vraiment de ton cas, de comment tu as prévu de t'organiser. Ça peut aussi dépendre de quelle somme d'argent tu as prévu de générer dans l'année. Donc pour ça, je te laisse choisir un expert comptable qui te guidera dans cette démarche-là. Il te donnera les bonnes astuces, les choses à faire, à ne pas faire. Très important, si tu crées une société et que t'es pas auto-entrepreneur ou micro-entreprise, je sais plus si le nom a changé ou pas, surtout prends un comptable. C'est hyper important parce que c'est vraiment un métier qui est très complexe. Va pas te prendre la tête à le faire toi-même, tu seras bien plus efficace à faire du dev si t'es développeur plutôt que d'essayer de gérer ta comptable pour vouloir économiser quelques centaines d'euros à l'année. Donc en plus de ça, la majorité des cabinets d'expertise comptable te proposent le premier rendez-vous gratuitement. Donc autant en profiter, tu les contactes, tu expliques ta situation, ce que tu as prévu de faire et puis ils te proposeront une solution adaptée à tes besoins. Donc ça, c'est la première partie qui est d'ordre juridique. Une fois que ta société est créée, tu vas pouvoir exercer. Et donc forcément, pour pouvoir exercer et développer des applications ou des sites web pour des clients, il te faut les trouver. Comment trouver ces premiers clients? Alors moi, j'ai identifié 3 axes et je vais après te détailler l'axe dans lequel je suis parti. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner 2-3 conseils. Le premier axe, ça va être ton réseau professionnel ou ton réseau personnel. Tes amis, ça peut être tes anciens collègues, tes collègues actuels, des connaissances, tous ceux qui gravitent autour de toi, qui vont potentiellement connaître une entreprise ou eux-mêmes avoir besoin de développeurs. Donc c'est intéressant parce que souvent, si tu es recommandé par une personne proche du client, ça peut te mettre en valeur. C'est aussi à double tranchant si la mission se passe mal. Mais globalement, souvent, on va trouver les premières missions via l'entourage ou via d'anciennes connaissances professionnelles. Le seul inconvénient de ça, c'est que tu vas gérer toi-même tes contrats, tu vas devoir gérer ta facturation. D'ailleurs, pour ça, encore une fois, fais-toi accompagner, que ce soit un comptable, un avocat, fiscaliste ou un expert juridique. Vraiment, fais-toi accompagner, ne fais pas ça tout seul, ce serait vraiment bête. Donc ça, c'était ton réseau et tous ceux qui gravitent autour de toi. Deuxièmement, il va y avoir ce que j'ai appelé les cabinets de placement. Donc c'est des entreprises qui sont spécialisées dans la recherche et le recrutement de profils techniques pour la plupart. Tu peux en trouver dans différentes branches du marché. Je suppose qu'il y a la même chose pour des métiers autres que le développement. Et donc ces entreprises-là, leur but, c'est de trouver les meilleurs profils et de les proposer à une base de clients. Donc concrètement, ils vont venir faire des réponses à appel d'offres d'entreprises, de petites boîtes, de grands groupes et proposer un matching avec ton profil. Donc c'est intéressant parce que ça te mâche une partie du travail. Alors ce qu'il faut pas oublier, c'est que ces organismes-là, bien sûr, pour exister, vont prendre une commission qui peut être selon les organismes sur ton TJM ou à signature du premier contrat. Le plus souvent, c'est un pourcentage
sur ton TJM. Le TJM, on va y revenir. Un des gros avantages de ces boîtes-là, c'est qu'elles te proposent l'affacturage. L'affacturage, c'est-à-dire qu'elles vont prendre en charge le recouvrement des créances. Ton client va facturer la boîte en tant qu'intermédiaire, qui va facturer ton TJM plus la commission, et toi, tu vas refacturer la boîte en question. Pourquoi c'est intéressant? Parce que en général, c'est des grandes boîtes qui ont assez de volume d'affaires pour pouvoir te garantir un paiement à date. Donc il faut savoir que quand tu es freelance, tu agis finalement comme une entreprise. Donc toi, tu vas émettre une facture qui n'est pas une fiche de paye, bien sûr. Tu vas émettre une facture qui est payée entre 30 et 45 jours après émission de la facture. Je te donne un exemple très concret. Tu vas travailler tout le mois de janvier 2020 en tant que freelance et tu seras payé fin février, voire mi-mars. Donc ça, pareil, si tu te lances en freelance et que tu as 0 fonds de côté, tu n'as aucun fonds de roulement sur ton compte personnel pour pouvoir vivre pendant cette période-là où tu ne vas pas encore recevoir d'argent, bah c'est un truc à prévoir et c'est là où ces plateformes peuvent être aussi intéressantes parce que ça te permet d'avoir un paiement garanti, donc quasiment garanti. Il y a très peu de cas où t'es pas payé à date et les plateformes vont de paiement à date de facture jusqu'à 15 jours en moyenne. Ces cabinets-là, tu les trouves assez rapidement quand tu te balades un peu sur LinkedIn ou même ils viendront te contacter si tu es disponible et ça peut être une bonne opportunité si tu veux démarrer un peu plus sereinement en tant que freelance. On va passer maintenant aux plateformes. Les plateformes, ce que j'ai appelé les plateformes, ça va être les Malt, Comet, freelance.com, coder.com et compagnie. Toutes ces plateformes-là, elles ont une partie du matching des profils qui est automatisé. Donc en fait, tu vas devoir remplir un profil, mettre des mots-clés et il y a un moteur de recherche qui va te proposer des missions ou te proposer un client selon les plateformes. Toute la partie algorithme parfois peut réduire un peu la friction ou le contact humain. On aime, on n'aime pas, hein, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ces plateformes-là, comme les cabinets de placement, prennent des commissions, ce qui est normal si elles veulent pouvoir fonctionner. Les commissions, ça va aller de 5 à 15% selon les cas. Il y a pas mal de plateformes qui te proposent aussi les fonctionnalités d'affacturage. Le nombre de jours peut varier entre 0 jours et 15 jours après facture. Moi, j'ai commencé ma première mission avec une de ces plateformes. Je vais y revenir juste après. Pour se différencier un peu, il y a certaines plateformes où en fait, comme Malt par exemple, moi je suis pas trop fan parce que il y a certaines plateformes qui vont exposer en fait directement ton TJM. Donc ton taux journalier moyen, c'est le tarif que tu factures par jour de travail. Donc des plateformes comme Malt par exemple, tu vas rechercher, je sais pas par exemple, développeur React et tu vas tomber sur une liste de profils. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que du coup, tu es classé directement par TJM. Donc la première chose que ton client va voir, c'est le prix que tu coûtes. Et manque de peau, il y a des excès un peu dans tous les sens. Il va y avoir des développeurs juniors qui sont très très bas, donc ça va attirer pas mal de gens qui veulent payer vraiment pas cher. Sans te le cacher, on sait tous que plus le client ne veut pas payer et moins ça a de chances de bien se passer. À côté de ça, on va avoir aussi des juniors qui sont à des tarifs exorbitants. C'est un peu compliqué de jauger en fait et de se situer. Et surtout, tu as une mise en avant par les moteurs de recherche de la plateforme qui va se faire selon le nombre de chiffres d'affaires par exemple que tu as fait sur la plateforme. Donc en fait, ça va récompenser ceux qui ont fait le plus de missions. En théorie, si tu joues le jeu de la plateforme, ça vaut peut-être le coup de baisser son TJM de quelques dizaines voire centaines d'euros au départ, le temps de grappiller un peu de l'influence sur la plateforme et une fois que tu as atteint les sommets, ils ont des badges spécialisés et là tu peux commencer à facturer parce que tu es mis en avant par l'algorithme. Donc voilà, moi encore une fois je suis pas spécialement fan mais ça marche très bien pour pas mal de gens donc c'est tant mieux. Et pourquoi je n'aime pas ce mode là, c'est parce que on oublie du coup de facturer à la valeur, c'est à dire qu'un profil va se dire ok moi je suis tout le temps à ce prix là. Pour moi dans la réalité ça ne marche pas exactement comme ça. T'as beau être expérimenté, si tu prends une mission je sais pas moi où c'est juste de l'intégration et que tu as envie de le faire pour X ou Y raison, facturer le même prix que si on te demandait en tant que lead dev, ce serait un peu bizarre. Faut pas oublier la valeur que tu peux apporter à ton client. Et je pense que quand tu as la valeur en tête, c'est toujours plus facile de justifier un TJM parce que tu peux le faire augmenter si besoin. Côté TJM, donc voilà, moi je suis un développeur senior, donc j'ai 10 ans d'expérience, je me situe au-dessus de 500 euros par jour. Donc selon les missions, ça peut monter à plus de 600, voire 700, voire 800 selon les missions et la durée et la demande du client. Donc voilà, c'est des sommes qui peuvent paraître énormes, qui le sont comparées à d'autres métiers, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, t'es plus salarié, donc ça devient du chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que ce que tu gagnes réellement n'est pas vraiment le TJM, c'est même beaucoup moins que ça. Ça, pareil, c'est un sujet qui mériterait une autre vidéo entière, sachant que selon la façon dont tu as déclaré ton entreprise, selon les statuts que tu as pris, ta rémunération ne sera pas exactement la même parce que t'as pas les mêmes taux d'imposition. Donc moi, en termes de plateforme, j'ai choisi Comet. Donc j'ai pu me
balader pendant 2 semaines là, sur les différentes plateformes, je vais te dire maintenant pourquoi j'ai choisi Comet. Pour moi, Comet, ça a vraiment été une expérience un peu à part comparée à la concurrence. Désolé les gars, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Donc premièrement, moi j'ai connu Comet en regardant une vidéo de la chaîne Coup d'État. Donc c'est une chaîne qui gravite, je crois, autour de The Family. Si tu connais pas, je te mettrai le lien de la vidéo où en fait le CEO de Comet, il explique comment ils ont créé le produit sans développeurs et qu'ils ont pu générer un chiffre d'affaires assez impressionnant en utilisant des petits outils, en les faisant fonctionner tous ensemble. Donc dans les outils, maintenant, bon bien sûr depuis ils ont embauché des développeurs, on utilise beaucoup Slack. Donc l'onboarding chez Comet, tu vas d'abord créer un compte, forcément, tu vas venir remplir ton CV en fait, donc remplir toutes tes différentes expériences, tu vas remplir les compétences que tu as acquises au fur et à mesure, tu vas donner toutes les infos qui te concernent, les infos légales de ta boîte, tout ça, ça va être vérifié par l'équipe Comet. Au-delà de ça, tu as un Slack qui est hyper bien utilisé, j'ai jamais vu une utilisation aussi intelligente de Slack, donc bravo les gars si vous regardez cette vidéo. Donc tu as plusieurs bots sur la plateforme qui vont venir t'aider à t'onboarder et te présenter à la communauté. Donc faut savoir que Comet, il y a une vraie communauté autour et il y a plusieurs milliers de freelances. Tu peux échanger et discuter avec eux sur le Slack sur des sujets techniques, sur des sujets de tous les jours ou même sur des problèmes RH ou entrepreneuriaux. Et tu as aussi toute l'équipe Comet qui est joignable par Slack et par téléphone si besoin. Un truc qui est vraiment cool sur Comet, c'est que quand tu as une mission qui match avec ton profil, tu as un bot qui va te la proposer directement dans Slack. Tu as juste à cliquer, ça t'ouvre la fenêtre et là tu vois toutes les infos, tu peux comparer avec ce que propose ton profil et à ce moment-là, quand tu valides une mission, et ben en fait tu peux mettre un petit message à l'attention du client, ce qui peut être vachement intéressant parce que ça te laisse 2-3 minutes pour faire des recherches et vraiment proposer un petit texte vraiment personnalisé. Et à côté de ça, tu vas mettre le TJM que tu mets pour cette mission. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça te laisse proposer un TJM en rapport avec la mission et du coup avec la valeur que tu peux apporter. Là où sur Malte, tu as un TJM affiché, donc si tu l'as mis trop bas de base, bah t'es un peu bloqué. Et après, peut-être que tu peux le renégocier en créant un devis ou une facture. Donc ça, c'est côté onboarding et côté vie sur la plateforme, c'est vraiment top. Je sais pas pourquoi les personnes copie ce modèle. Tant qu'à faire, faites-le, hein, copiez les gars, hein, c'est pas grave, hein, copier les meilleurs, c'est toujours mieux que rien. Juste avant ça, tu as un petit entretien qui te permet de te présenter et où on te présente globalement le fonctionnement de la plateforme. Après ça, toi, tu vas choisir une expertise technique et chose intéressante qui n'est pas fait à ma connaissance sur les autres plateformes, tu vas avoir un entretien technique d'1 heure au téléphone avec un expert sur un sujet bien défini. Donc moi, par exemple, j'ai rempli expertise sur du full stack, donc du React Node, et donc j'ai eu un entretien technique où j'ai dû parler de mes projets, on a pu échanger, on m'a posé pas mal de questions. C'était un vrai échange, c'était vraiment intéressant. C'est une des rares plateformes où ils te valident techniquement ton expertise dans la mesure d'un entretien téléphonique. C'est toujours ça. Par rapport aux autres plateformes qui te valident pas du tout et qui en fait te croient sur parole, vis-à-vis du client, ça peut poser problème dans certains cas. Mais là, du coup, c'est vraiment un plus pour moi, même si ça te prend un peu plus de temps. Donc voilà, après tu vas avoir certaines missions où tu es matché directement par l'algorithme qui te sont proposés et tu peux vraiment voir tous les détails de l'appel d'offres avec le TJM proposé pour cette mission. Tu peux le négocier. Hein. Pour ma première mission, justement, j'ai négocié un peu le TJM et du coup, c'est très cordial, c'est hyper efficace en fait. Et à côté de ça, tu vas avoir aussi d'autres missions qui sont un listing de missions disponibles. Donc là, tu peux te positionner sur une mission et en fait, s'il te manque certaines compétences, si elles sont obligatoires forcément, tu ne peux pas postuler de base. Par contre, si elles sont supplémentaires ou appréciées, tu peux quand même postuler, défendre un peu ton profil et ta candidature. Donc voilà, ce que j'aime vraiment, c'est le fait de pouvoir laisser un petit message à l'attention du prospect ou du futur client, c'est de pouvoir choisir et vraiment moduler ton TJM. Et bien sûr, Comet propose aussi la facturage. Comet prend une commission, je crois, c'est sur leur site, les tarifs c'est 15%, mais c'est en plus de ton TJM. Donc finalement, pour toi, tant que tu arrives à négocier le TJM que tu souhaites, finalement, c'est un peu transparent et tu as une facture qui est payée en moyenne sous 15 jours après émission de la facture. Une chose que j'ai pas précisé concernant les plateformes et les cabinets, c'est qu'ils ont des contrats en exclusivité. C'est-à-dire que c'est des contrats où toi, en tant que freelance seul, tu ne pourras pas accéder. Donc ça arrive pour des grands groupes, des grosses startups. Et du coup, ça permet aussi de faciliter leur comptabilité parce que ils vont avoir un seul intermédiaire qui est référencé. Souvent, on appelle ça des temp vendors. Donc c'est une liste de fournisseurs référencés qui te permet de faciliter grandement ta comptabilité. Donc
Pour exemple, moi j'ai eu une proposition pour Blablacar et je sais très bien que seul j'aurais pas pu y accéder, alors que là, via Comet, je peux potentiellement me placer. Donc si Comet ça t'intéresse, je te laisse mon lien de parrainage dans la description. N'hésite pas à faire un tour, ça te coûtera rien. Donc voilà, je commence lundi, donc c'est super. Je balancerai plein de contenu autour de ça si ça t'intéresse. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, il y aura quelques stories ou quelques posts si tu veux avoir mon ressenti au jour le jour. Donc mon Instagram c'est CaptainDev404, tout attaché en minuscule. N'hésite pas à t'abonner. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.